Alors, on va commencer par le dossier Friis. Donc, visiblement ici, on a plusieurs versions du travail. Il y a une version avec une texture papier, une version avec une texture eau, une version finale. Donc, il y a eu des recherches et des propositions de travaux alternatifs, pourquoi pas. On va s'intéresser à la version finale et on va ouvrir la version PSD, la version Photoshop. Donc, vous ouvrez ce fichier-là qui fait quelle taille? 697 mégas, c'est pas mal. C'est généralement des travaux très précis, ces travaux mixed média. Alors, ok. Donc certains parmi vous ont eu un message à propos de la non-concordance de profil colorimétrique. Bon, ce qu'il faut juste retenir ici, c'est premièrement que vous devez étudier ça parce que c'est quand même un système qui vous permettra de contrôler les couleurs, d'éviter de faire une création pendant des heures et que finalement, quand elle sort sur un autre écran ou sur du papier ou quel que soit le support, les couleurs soient décalées, c'est pas bon. Donc il faut quand même comprendre un peu la gestion des couleurs, les profils colorimétriques, mais comme je vous l'ai dit et je vous le répète, vous aurez un cours là-dessus. Et deuxièmement, si en attendant que vous compreniez, choisissez systématiquement la première option, préférez le profil incorporé. Et là, vous êtes quasiment certain d'avoir les bonnes couleurs, c'est-à-dire les couleurs que l'artiste a choisies. Encore une fois, les bonnes couleurs, ce n'est pas les jolies couleurs, c'est les couleurs que l'artiste a choisies. Exactement, le même rouge, le même bleu, le plus proche possible en tout cas. Bien. Alors ici, je vais enfoncer la touche F sur le clavier. Allez-y, on fait passer plein écran. Ensuite, barre d'espacement sur le clavier. Et en bougeant avec la souris, on peut repositionner sur l'écran. Parfait. La palette des calques, vous ne l'avez pas encore, vous pouvez aller la chercher. C'est dans le menu Fenêtre, Calque. Menu Fenêtre, Calque. Donc je résume les trois choses qu'on vient de faire ici. C'est la touche F sur le clavier pour faire passer en plein écran. On s'est débarrassé donc du gestionnaire de fichiers du Mac qui apparaissait encore derrière. Deuxième chose, barre d'espacement sur le clavier pour pouvoir bouger l'image. Troisième chose, vous devez faire apparaître la palette des calques en allant dans le menu Fenêtre, Calque, c'est classé par ordre alphabétique. Alors la palette des calques, je la mets sur le côté, j'en ai pas besoin. Ah oui, il est possible qu'elle soit comme ça chez vous quand elle arrive. Donc vous allez quand même la détacher. En prenant le nom ici calque et en le bougeant, vous avez une palette flottante. C'est pas plus mal. Mais on la met sur le côté pour l'instant, on n'en a pas besoin. Vous avez vu que j'ai l'interface blanche chez vous, elle est noire. C'est pas grave, c'est juste un réglage. C'est pour la projection, c'est plus clair quand on projette en clair. Alors voilà, vous allez double-cliquer sur la loupe dans la palette des outils. Barre d'espacement pour bouger l'image panoramique donc, et vous voyez l'image dans tout son détail. Et vous voyez que c'est une image précise. Il y a eu du boulot là-dessus. C'est pas mal du tout. Quelle est la précision de l'image? Menu image, taille de l'image. Menu image, taille de l'image. 5000 pixels sur 7500. Ça c'est pas mal. Oui, donc si c'est un peu lent, c'est que l'ordinateur n'est pas puissant assez, ou alors il était allumé depuis plusieurs jours, voire semaines, et voilà, quand vous arrivez dans un labo, donc toujours redémarrer l'ordinateur pour démarrer sur de bonnes bases, c'est une bonne chose à faire. Alors au niveau de la précision, on peut zoomer encore, bien que là, en ayant double-cliqué sur la loupe de la palette des outils, chaque pixel de l'image s'affiche sur chaque point de l'écran. On a fait correspondre en quelque sorte la trame de l'image et la trame de l'écran. Donc si on zoome, on va juste agrandir les pixels, ça va. Mais quand même, c'est intéressant. Alors allez-y, vous enfoncez la touche Alt et avec la roulette de la souris, vous zoomez. Ah, je vous avais dit que c'était des sujets sympas. Ambiance vacances. C'est la touche Alt et la roulette de la souris. On peut zoomer en arrière aussi, bien sûr. Voilà. Là, on a une vue d'ensemble sur l'image.
Alors ça, c'est une bonne question. Comment tourner l'image? On ne m'a pas encore posé cette question-là, mais c'est parce que tu as l'habitude de dessiner sur écran peut-être, dans certains logiciels où tu tournes les choses. Bon, on ne m'a jamais demandé, mais voilà, c'est derrière la main en fait, vous avez l'outil rotation de l'affichage. Voilà. Voilà. Mais là, je vais reprendre la main normale. Double-cliquer. OK. Je dois même double-cliquer sur l'outil rotation de l'affichage pour remettre droit. Voilà, oui, oui. N'oubliez pas de double-cliquer sur l'outil rotation de l'affichage. Normalement, je ne parle jamais de ça, mais puisque vous posez la question, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir tourner comme une feuille de papier qu'on tourne sur une table pour pouvoir dessiner. Oui, bien sûr. Alors, on va s'intéresser à la palette des calques. Palette des calques, elle est flottante, vous l'avez détachée. Alors, palette des calques, attention, ceci, si vous cliquez là-dessus, vous demandez l'affichage de seulement certains types de calques. Par exemple, ici, seulement l'affichage des calques de texte, ou seulement l'affichage des calques de réglage, ou les calques de texte et les calques de réglage. Donc, c'est le genre de choses qu'on clique par erreur, et puis on se demande comment ça se fait que les calques ont disparu. Soit vous désactivez le filtrage de calques, soit vous décochez. Voilà, donc première chose qui pourrait vous arriver, c'est ça, d'avoir une partie des calques qui n'apparaissent pas. Ensuite, je vais agrandir la palette des calques par le bas à droite. Les vignettes pourraient être agrandies, mais oui, on va les agrandir, pourquoi pas. Alors on va aller dans le menu de la palette des calques. Donc le menu de la palette des calques, chaque palette a un menu, c'est les lignes ici. Voilà, et jusqu'à la ligne option de panneau. Dans option de panneau, ce serait pas mal de cocher ceci. Comme ça, les éléments qui sont sur les calques vont apparaître en grand sur les vignettes. Et en plus, vous allez pouvoir choisir des grandes vignettes si vous voulez, pas les toutes grandes. Je vais juste choisir la moyenne ici, chez moi. Voilà. Donc, je vous rappelle ce qu'on vient de faire. Dans le menu de la palette des calques, on est allé jusqu'à option de panneau. On a choisi une taille de vignette plus grande que celle qui était activée actuellement. Et on a enclenché limite du calque. Limite du calque, ça fait en sorte que quand un élément, il est sur une petite partie du travail, eh bien, il apparaît quand même en grand, ici dedans. Donc, par exemple, oui, typiquement, voilà, celui-là, le poisson qui est là. On le voit en grand sur la vignette. Alors que si limite du calque n'est pas activée, il apparaît comme ça. On voit moins sur la vignette ce que ça représente. Donc c'est un choix, ça dépend de ce qu'on fait. Là, je vais réenclencher limite du calque. Voilà. Alors, au niveau du nombre de calques, on en a beaucoup. Les calques qui sont tout en dessous, les arrière-plans, ils sont tout en bas dans la palette des calques. Les calques, ça s'empile. Ce sont des niveaux de construction. Donc, le nom calque n'est pas excellent. En anglais, ça s'appelle les layers, les niveaux en quelque sorte, les niveaux de construction. Alors, c'est un travail qui est assez intéressant. Il y a différentes choses à dire. Vous avez à certains endroits des groupes comme ceci qu'on peut ouvrir. Et dans le groupe, on a plusieurs calques. Ça, c'est une manière de simplifier déjà l'apparence dans la palette des calques. D'accord, vous les voyez, les groupes. Ok, pour savoir facilement où se trouve quelque chose, vous pouvez enlever l'œil en face, le remettre comme ça, et vous voyez ça clignote dans le travail, et voilà, vous voyez. Tout ça, c'est les caractères qui sont mis dans un groupe en fait. Tout le groupe ici des caractères qui font le mot « nos planètes » sont dans un groupe. S'il n'y avait pas le groupe, ça ferait vraiment plein de calques. Donc, bonne utilisation des groupes dans Photoshop là. On va essayer de déplacer ce mot « nos planètes ».
Est-ce que vous le voyez? Alors oui, si vous ne trouvez pas le groupe, il y a quelque chose à faire pour l'activer tout seul d'un coup. C'est ceci. Vous activez l'outil de déplacement de la palette des outils. Remarquez que la palette des outils, je l'ai fait passer en 2 colonnes, mais ça n'a pas d'importance. Vous avez en tout cas cet outil-là qui est activé. Dans les options qui sont là normalement au-dessus, si vous ne les voyez pas, c'est menu fenêtre options. Vous activez sélection automatique. Et sélection automatique groupe dans ce cas-ci. Sélection automatique groupe. Et quand vous cliquez sur n'importe lequel des caractères de nos planètes, le groupe s'active tout seul dans la palette des calques. Vous n'avez pas besoin de le chercher avec les yeux, de regarder toute la liste. C'est un petit truc pratique. Alors voilà, oui. Vous pouvez, avec l'outil de déplacement, déplacer ce groupe. Vous y arrivez, pas de problème? Bien. Ok, je vais le mettre là. Donc à ce stade, ceux qui connaissent déjà Photoshop, vous pouvez juste, en roue libre, écouter d'une oreille ce que je raconte et vous analysez un peu comment le fichier a été fait par vous-même, vous regardez. Ça, c'est ceux qui connaissent déjà Photoshop. Vous pouvez aussi ouvrir les autres fichiers qu'on a téléchargés et regarder. Et ceux qui ne connaissent pas Photoshop, on continue ensemble. Voilà. Parce qu'il y a forcément plein de niveaux différents. C'est typique. Il y en a qui connaissent déjà, il y en a qui ne connaissent pas encore. Voilà. Alors, vous remarquez que si vous avez mis à peu près au même endroit que moi le texte Nos planètes, il est sous certains éléments. On va déplacer le groupe pour le faire passer au-dessus des éléments dans l'empilement. On prend le groupe et on monte. Attention à ne pas le mettre dans un groupe comme ceci. Voilà, il est allé dans le groupe tortue. Pas bon ça, je fais commande Z, CMDZ, donc édition annulée. Voilà, et petit à petit, ça va monter. Oui, il y a des solutions pour le faire monter directement tout au-dessus aussi. Voilà, mais petit à petit, ça c'est pas mal. Je le fais monter petit à petit, voilà, il y a toujours certaines lettres qui sont... Et il y en a d'autres qui sont par-dessus. Amusant ça. Le filet est toujours au-dessus du groupe Nos planètes, dans l'empilement. Il est là. Ça doit être ça, oui. Filet surface. Oui, c'est ça. Il est toujours là, le filet, au-dessus de Nos planètes. Par contre, Nos planètes est au-dessus du poisson. Donc voilà, c'est des éléments en sandwich entre les autres. C'est typique des travaux mixed média, il y a de l'empilement. Les éléments ne sont pas juste l'un à côté de l'autre, juste à poser. Et il y a de l'empilement, c'est bien. Il y a de la dynamique dans ce genre de travail. Et alors, c'est un travail qui dénonce un problème dans le monde. Il y a du fond. C'est pas juste esthétique. C'est pas juste pour faire joli. C'est un message. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors oui, est-ce que ça pose des problèmes ou pas de droit d'auteur? Vous verrez, quand on fera le travail ensemble, il y a différentes approches. On peut utiliser des images qu'on fait soi-même, ou des images qui sont dans le domaine public, ou dans le Creative Commons. Donc les images du domaine public ne sont pas faites par vous, elles sont disponibles sur Internet, et vous avez le droit de les utiliser. Toutes les images de Wikipédia, par exemple, sont du domaine public. Ensuite, il y a les images Creative Commons. Mais ça, quand on fait une recherche avec un moteur de recherche genre Google ou Bing, on peut sélectionner les images uniquement du domaine public ou uniquement Creative Commons. Il y a différents types de Creative Commons. Vous connaissez ce petit sigle CC. Parfois, il faut citer l'auteur quand on utilise l'image. Alors, il y a aussi l'exception artistique. Parfois, il y a des images qui sont sous copyright et parfois, voilà, il y a le droit à la parodie. Mais ça, vous allez avoir un cours de droit d'auteur. C'est pas simple du tout, en fait. Voilà, voilà. Mais ici, on est protégé par le droit, par le fair use. Dans le monde de l'éducation, on a le droit d'utiliser du matériel copyrighté
à des fins éducatives. Mais il y a toujours des gens qui vont attaquer éventuellement et qui peuvent réclamer. Tout existe, c'est toujours du cas par cas, mais vous allez avoir vraiment les informations là-dessus. Donc voilà, avec des effets, plein d'effets, et on peut aussi avoir du vectoriel, on peut avoir des choses qui viennent de Illustrator et qui sont importées. Je ne pense pas qu'on en a ici, mais c'est des choses qui peuvent arriver évidemment en mixed media, puisque l'idée du mixed media, c'est que c'est des réalisations qui sont faites en intégrant des sources de nature différente, du texte, des images pixels, des images pixels qui sont des logos, qui sont des clip art, qui sont des photos, des vecteurs. C'est vraiment un mélange de médias. Alors, vous remarquez qu'il y a les polices de caractère qui sont manquantes. La police de caractère utilisée n'est pas installée visiblement. Dans ce cas-là, il faut soit aller la chercher sur le web, soit la personne qui a donné le travail a pensé à mettre les polices de caractère, soit il faut remplacer par une qui ressemble. Ça n'est pas extrêmement bien rangé dans la palette des calques, ça aurait pu être mieux, on aurait pu utiliser aussi les couleurs pour coloriser les calques, comme ceci. Par exemple ça, clic, majuscule clic, faites-le avec n'importe quel calque. Clic, majuscule clic, vous pouvez activer deux calques, non c'est plutôt celui-ci et celui-là, ce sera plus simple, plus logique je veux dire, si le calque de réglage est au-dessus. Pour coloriser les calques, faites un clic droit, tout en bas du menu là, vous avez possibilité, pour vous y retrouver un peu mieux, de donner des couleurs au calque, comme ça, voilà. Clic, majuscule clic, là, voilà. Donc ça peut aider à mieux voir les calques et leur dépendance. Parce que le calque de réglage là, il est uniquement lié au calque d'en dessous, il sert juste à modifier la couleur du calque d'en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant ici? Oui, il y a des calques de réglage. Ça, bien sûr, vous aurez ce qu'il faut pour comprendre comment ça fonctionne. Il y a parfois des masques de fusion. C'est-à-dire qu'on a typiquement ici une image avec son décor et il semblerait qu'à l'aide du masque de fusion, on a fait disparaître le décor. Alors, où sont les méduses ici dedans? Elles sont là, voilà. Méduse sac, c'est pas mal. C'est déjà vu 36 fois, mais pourquoi pas. Je veux dire, je crie pas au génie en voyant ça, mais c'est très bien. Alors, les masques de fusion, c'est donc quelque chose qui s'ajoute au calque pixel pour empêcher que certains pixels soient visibles. On peut le désactiver. Si vous enfoncez la touche Shift et vous cliquez sur lui, il se désactive et tous les pixels réapparaissent. À nouveau, Shift, clic, voilà. Est-ce qu'il y a ailleurs des masques de fusion? Oui, il y en a un là. Oui, voyons un peu où est ce coquillage. Oui, il est là. Donc, même chose. Shift, clic. Voilà. Là aussi, le poisson. Mais ça n'a pas été systématiquement utilisé. Il y a des calques qui n'ont pas de masque, où on a carrément, comme ici, je pense, supprimer le décor autour. Quoi qu'il faudrait aller voir dans l'objet dynamique ce qui se passe, mais... Oui. Donc j'en étais au poisson ici, oui. Même chose. Donc ça, c'est du non destructif, c'est du photomontage non destructif, et ça, c'est très bien. On n'efface pas, on masque. Comment ça fonctionne les masques? Vous verrez, si vous ne connaissez pas encore, vous aurez tout ce qu'il faut pour apprendre. Je reviens à ici. Donc, les sacs méduses qui sont là. Vu qu'on a enclenché l'option limite du calque, c'est pas évident de comprendre comment ça fonctionne le masque. Mais en fait, c'est très facile.
Donc, là, je vais aller dans le menu de la palette calque, dans les options de panneau, remettre à document entier. Et là, ça va être un peu plus compréhensible parce que l'image, sur la vignette ici, l'image, c'est par rapport à la taille du document, à la taille du poster. Elle n'est pas redimensionnée pour être plus grande dans la vignette. Et vous comprenez tout à fait comment ça fonctionne. Vous avez des pixels noirs et blancs, là où c'est blanc dans le masque. Ça fait apparaître sur la partie pixel couleur, voilà. Là, on voit très bien que ça correspond. Ah oui, si vous faites Alt-clic, vous allez voir le masque en grand dans le document. Alt-clic, voilà. Pour pouvoir le retravailler éventuellement au pinceau en noir et blanc. Alt-clic. On est revenu au travail normal sur l'image. Donc Alt-clic sur le masque, c'est pour le voir en entier. Alt-clic à nouveau, c'est revenir dans le document. Bien, je pense que on va pouvoir fermer le document ici. Pour l'instant, je ne vais pas sauvegarder, donc je vais faire juste un commande W, CMD-W, ce qui correspond à un fichier fermé. Et dans ce cas-ci, je ne vais pas enregistrer, j'ai rien fait d'extraordinaire et d'utile. Alors, juste par curiosité, je vais aller voir les deux autres versions ici. Version alternative texture papier et texture eau. Pour ne pas perdre du temps à les ouvrir dans Photoshop, je vais peut-être juste utiliser la version PDF et enfoncer la barre d'espacement sur le clavier du Mac pour avoir une vue rapide. Donc ça, c'est une astuce quand vous êtes dans le gestionnaire de fichiers du Mac. Si vous cliquez sur un fichier, même une vidéo, ça fonctionne. Vous faites la barre d'espacement et c'est l'aperçu rapide. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme changement ici? Il y a une texture de papier, donc en principe. Difficile de voir où est la texture de papier par rapport au reste. Il faudrait les comparer côte à côte, je pense. Ici, texture eau, même chose, barre d'espacement. Vous voyez la différence? C'est quoi? C'est les bulles ou quoi? Non? Ah, c'est chiffonné à certains endroits la version papier. Ah oui, je vois le chiffonnage ici, oui, oui, oui. Tout à fait. Le plus drôle, c'est que c'est suite à des suggestions. Quand le travail m'a été montré, j'ai dit qu'il pouvait être poussé un peu plus loin. Mais je ne me souvenais plus. Parce que c'est vrai que la complexité et le détail, c'est important. Dans le mix média, on aime bien qu'il y ait de la richesse, qu'il y ait de la texture, de la matière. Alors, on va s'attaquer au travail suivant. Voir un peu comment c'est fait dans Photoshop. Voilà. Touche F, ce sera pas plus mal. Alors là, au niveau des calques, c'est super bien rangé. On a un groupe fond et un groupe élément. Qu'est-ce qu'il y a dans le groupe fond? Des fonds, surprenant. Et dans le groupe élément, ah, il y a des sous-groupes en plus, génial. Ça, c'est super bien rangé au niveau de la palette des calques. C'est pas plus mal. Alors, vous voyez ici, c'est une image RVB. C'est ce qu'il faut. Vous ne pourriez pas avoir des couleurs aussi vives dans une image CMJN. Pourquoi? Parce que une image CMJN, c'est une image bridée, limitée, expressément pour simuler ce que ça donnera à l'impression avec des encres qui ne peuvent pas, les encres ne peuvent pas montrer des couleurs extrêmement vives. Et donc, à un certain moment, le plus tard possible, pour la version imprimée, on transformera éventuellement en CMJN, éventuellement, parce que si on imprime en RVB, c'est l'imprimante qui va s'en charger en interne. Et pour les versions qui vont servir pour les écrans, on va garder le RVB. Voilà, c'est ça l'idée. Alors on pourrait faire une petite simulation de ce que ça donnerait en CMJN. On va carrément convertir en CMJN. Aller dans le menu Images, Mode, Couleur CMJN. Ce n'est pas la meilleure manière de convertir. Normalement, il faut aller dans Édition,
convertir en profil, mais on va faire image mode, couleur CMJN. OK. Pixelisé. OK. Oui, il y a plein de calques à convertir en fait. C'est l'ancienne manière de transformer en CMJN. Voilà. Alors là, on a tout de suite des couleurs de type impression. Elles sont ternies. Alors vous allez dire, oh, c'est plus joli comme ça, peut-être. Mais en tout cas, si c'était plus joli avec des couleurs vives, si vous vouliez des couleurs acidulées, là, ça ne va pas être possible en CMJN. Allez voir la palette des couches, menu fenêtre, couches. Là, vous voyez les couches. L'image est créée en mélangeant les 4 encres. Évidemment, c'est des encres virtuelles ici, mais à la fin, ce sera des vraies encres. Les encres cyan, magenta, jaune, noir. Vous pouvez agrandir comme on agrandissait les calques dans la palette des couches. Menu de la palette des couches, option de panneau. On peut faire les grandes couches. Vous allez dire, les grandes couches, c'est pour les vieux dans les hospices. Mais non, hein, arrêtez un peu vos bêtises, franchement. Vous êtes dégoûtants. Ok. Heureusement que je suis là pour garder un peu de sérieux. Alors, voilà, cyan, magenta, jaune, noir. Ok. Ça n'a pas l'air très coloré parce qu'en fait, quand on est pro des images, on a envie de voir les quantités d'encre cyan, magenta, jaune, noir avec les différents niveaux de gris. Du noir au blanc en passant par les différentes intensités de gris. Mais il existe pour les débutants un truc marrant qui montre les encres avec leurs vraies couleurs. On peut le faire ici. Allez dans le menu Photoshop. Puisque vous êtes sur Mac, il y a un menu Photoshop. Si on était sur PC, ce serait menu Édition. Allez dans les préférences. Préférences. Préférences générales. Voilà. Alors, préférences générales. Où est-ce que ça se trouve, cette petite chose que je cherche? Voilà, c'est ça. C'est dans la préférence interface. Passez à la partie interface. Cochez ceci. Afficher les couches en couleur. La seule chose que ça va changer, c'est que, ok, dans la palette des couches, vous voyez les couleurs des encres. Voilà, voilà. Ça va? C'est un peu plus clair? Ça marche? Là, je vais annuler la conversion édition, annuler couleur CMJN. On va donc revenir en RVB. Voilà, des lumières rouge, vert et bleu qui, en se mélangeant, font toutes les couleurs. Et des couleurs plus vives, du coup, puisque en choisissant les couleurs, l'artiste, là, a choisi des couleurs expressément très vives. C'était le but. Intéressant. Donc, dans la palette des calques, c'est bien rangé, c'est pas mal. C'est une caractéristique de ce travail ici. Je vais le fermer, ne pas enregistrer. Et je vais passer au dernier qu'on va analyser aujourd'hui, rapidement. Voilà. Ah, toujours des sujets sympas. Je vous rappelle que ces travaux, le sujet, c'est les problèmes dans le monde. Donc ici, c'est l'homophobie, vous avez vu, c'était indiqué. Donc, également, une palette des calques avec des choses bien rangées. C'est pas mal. Et même nommé. C'est une des premières fois que c'est bien nommé. Ça veut dire que la personne là, si elle réouvre son travail plusieurs mois ou années après, elle s'y retrouve facilement. Ou si on transfère à quelqu'un d'autre dans la boîte, quelqu'un d'autre trouve le travail, ouvre le travail. Voilà. Au niveau texturage, il n'est pas très texturé ce travail par rapport aux autres. Donc c'est peut-être une de ses faiblesses en fait, de texturage. Voilà, nous avons quand même analysé rapidement 3 travaux. Donc le premier, au niveau technique, on s'est attardé assez bien dessus. C'était pas mal.